Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Enquête d'intérêt général, l'émission politique mensuelle et en direct, enfin enregistrée dans les conditions du direct de Radio Ems, en partenariat avec le média Respublica. Chaque mois, nous recevons des invités politiques pour débattre avec nos journalistes et chroniqueurs sur des sujets d'actualité ou thématiques. Aujourd'hui, donc, nous enregistrons le 1er septembre et je donne la date parce que le thème, c'est la rentrée sociale et politique et il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger d'ici la fin du mois de septembre. Donc, nos invités sont Philippe Hervé, Frédéric Pierru et Bernard Tepper, qui aujourd'hui est invité, non pas co-animateur. On va lui changer un peu son statut. Donc, je vais leur demander d'abord merci de se plier à cet exercice. Bonjour à vous, merci d'être là. Et puis, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, Philippe Hervé pour commencer, le petit nouveau, le Rocky de l'émission. Bonjour à tous et merci de cette invitation. Bon, j'en resterai simplement à mon CV politique, j'allais dire. Je suis un militant de gauche depuis toujours. J'ai adhéré au Parti socialiste unifié quand j'avais 15 ans et demi. Oui, j'étais jeune. Hein, oui. Et puis j'ai continué le combat. Disons que depuis les années 80, j'ai toujours été dans les combats de gauche et laïque. C'est-à-dire la laïcité permettant l'union du peuple, l'union populaire pour la conquête sociale. Donc j'ai participé à tous ces mouvements et maintenant je suis à la rédaction de Respublica et avec tous mes camarades et on essaye de relancer la dynamique et en particulier de tenir le cap laïque. Voilà. Oui, on peut peut-être préciser que tu publies tous les ans « Dans quelle crise sommes-nous ?» qui est une analyse économique de la situation qui est assez inédite, je trouve. Voilà, j'essaye de faire le point depuis maintenant plus de 15 ans, depuis la crise en fait de 2007-2008, sur, disons, le capitalisme que certains appellent tardif, capitalisme tardif, et qui est de plus en plus en crise, et on le voit d'ailleurs tous les jours, en France et dans le monde. Donc tu as publié un livre qu'on peut trouver sur la librairie militante sur le site Respublica. On va passer maintenant à Frédéric Pierru, qu'on connaît bien, hein, il a son rond de serviette, mais là il nous a abandonnés, il est quelque part, je crois, en Bretagne. Frédéric, si tu peux te présenter une nouvelle fois, je sais. Oui, parce que je me suis exilé, ayant été orateur national santé de Mélenchon en 2017. Mais professionnellement, je suis chercheur au CNRS et j'ai publié des papiers, des bouquins, notamment La casse du siècle, paru dans La Raison, dans la collection créé par Pierre Bourdieu qui s'appelle Raison d'agir. Voilà, j'ai publié avec Grimaldi plus récemment Santé et urgence. Voilà, et bon voilà, je vais pas dérouler le CV. Je voulais dire juste que Philippe n'est pas que membre de la rédaction de Respublica, il est le chef de la direction de Respublica. Voilà, et voilà. Et puis voilà, donc je me suis engagé politiquement à partir de 2012 au parti de gauche, et puis j'ai coparticipé avec mon ami et regretté François Delapierre à la création de LFI. Voilà. Ben écoute, c'est pas beau de dénoncer ses petits camarades, mais bon, on y reviendra plus tard. On va demander à Bernard Tepper de se représenter une nouvelle fois, même si aussi la carte de visite risque d'être un peu longue. Oui, on va essayer de simplifier. Donc j'ai toujours été, disons, un militant de la gauche laïque et sociale, voilà. Et puis j'ai coécrit différents ouvrages sur la laïcité, sur la République sociale, sur la sécurité sociale. Ce sont des livres que l'on retrouve assez facilement dans la librairie militante de Respublica, donc je vous y renvoie. Très bien, vous voyez, on fait un petit peu d'autopromotion. On est piloté aujourd'hui, comme d'habitude, par Franck Boissier, qui est à la régie et qui me fait signe à chaque fois que je suis soit hors délai, soit trop en avance. Ouais, donc, bonsoir tout le monde. Heureusement qu'il est là, parce qu'il n'y a pas de émission. Merci Franck. Voilà, donc notre émission sera découpée en 3 parties. Une première partie sur l'état de la France, enfin, surtout des citoyens qui habitent ce pays. On verra que c'est pas brillantissime.
On fera une petite pause musicale, on abordera la question du budget Bayrou, tant qu'il existe, et du contexte politique global qui, lui, risque de durer. On refera une petite pause musicale, et on passera à la troisième partie sur comment construire un mouvement social qui pourrait sortir de la machine à perdre dans laquelle on est enfermé depuis un certain nombre d'années. Voilà. Mais avant, vous n'échapperez pas à une petite chronique, et c'est moi qui m'y colle. Le mois de septembre est le temps des marronniers. Vous savez, ces articles récurrents que les médias nous ressortent tous les ans. En septembre, il y a la rentrée des classes et la rentrée sociale et politique. Bon, la rentrée des classes, on en reparlera dans une prochaine émission. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la rentrée sociale et politique. Tous les ans, on nous annonce une rentrée sociale chaude qui se termine souvent dès la fin de la première manifestation rituelle de septembre. Mais cette nouvelle saison, il y a plusieurs épisodes inédits. Un projet de budget annoncé mi-juillet qui fait gronder dans les chaumières. Désolé, c'est encore un marronnier. Un mouvement qui se lève le 10 septembre. Une intersyndicale qui se lance le 18 septembre, mais sans parler du mouvement du 10 septembre. Et un Premier ministre qui nous demande de lui donner la confiance. Le suspense est à son comble. Est-ce que Philippe Hervé, ici présent, a-t-il raison de nous pronostiquer depuis plusieurs mois maintenant une dissolution de l'Assemblée nationale ? Est-ce que Bernard Tepper va repartir dans ses randonnées hebdomadaires à Paris pour manifester? Est-ce que Frédéric Perru pense que le pays, ou plutôt même le capitaliste, va être bloqué? Autant d'épisodes qui peuvent devenir passionnants à condition de ne pas laisser le parti de la haine tirer les marrons du feu. Chaud, les marrons seront chauds, et il est temps de distribuer quelques châtaignes au patronat et à toutes les droites. On va enchaîner donc sur la première partie, l'état de la France, des Français, enfin de tous les citoyens, qu'ils soient français d'ailleurs ou pas. Et là, je vais donner la parole à Philippe Hervé pour commencer, qui va nous parler un petit peu de la situation de la mortalité infantile et du retour du scorbut, dont un état de santé de la France qui se dégrade considérablement. À toi, Philippe. Oui, en fait, j'ai fait un petit parallèle entre un livre que vous avez peut-être lu en ces temps. Il est ancien, hein, il date de 1976 et il s'appelait la chute finale d'Emmanuel Todd. Emmanuel Todd, il y en a beaucoup qui connaissent quand même. Eh bien, ce livre, c'était un livre sur l'URSS et Emmanuel Todd décrivait en fait un effondrement. En laissant d'ailleurs tous les kremlinologues très sceptiques, et il disait en fait on est dans la dernière phase de l'URSS, et je vais vous en donner quelques éléments qui prouvent que cette structure étatique est en train de dégénérer. Et il citait l'augmentation de la mortalité infantile, la baisse de l'espérance de vie, l'augmentation de l'alcoolisme et d'un certain nombre de maladies de cet ordre. Donc, dans cette même logique, si on regarde les stigmates du peuple français, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de stigmates qui ne sont pas bons. Et en particulier, comme Emmanuel Todd sur l'URSS, par exemple, l'augmentation de la mortalité infantile. Alors, la mortalité infantile, on était dans le peloton de tête de l'Europe avec les pays du Nord il y a encore une dizaine d'années. Et maintenant, on en est à 4,1 décès pour 1000 naissances en 2023 et 2024. Et donc, de la 4e, 5e place, il y a 15 ans, 20 ans, on est passé à la 23e place dans les rangs de l'Europe. Donc, un effondrement progressif. Et ce facteur est intéressant, pourquoi ? Parce qu'il est multifactoriel. Bien entendu, il y a des problèmes de prévention. Bien entendu, il y a le système hospitalier qui se porte mal. Il y a la fermeture des petites maternités. Il y a le suivi, etc. Mais il y a plein d'autres choses. Il y a la précarité, il y a l'alcoolisme, il y a la drogue, etc., etc., etc. Et c'est pour ça que Emmanuel Todd, en son temps, avait dit, vous voyez, c'est un symptôme qui montre que la société va mal. On en est là en France aujourd'hui. Deuxième exemple, le scorbut. Alors le scorbut en France, d'après une étude de APHP INSERM en 2020-2023, hein, qui a été publiée par le Lancet, la revue scientifique et médicale, en décembre 24, c'est 888 décès, cas de scorbut.
à l'heure actuelle, et le scorbut est lié, comme vous le savez certainement, à la malnutrition. Enfin, en fait, c'est un manque de vitamine C, donc manque de légumes, manque de fruits, etc. Et donc, ça démontre une malnutrition générale. Et un certain nombre d'infirmières qui étaient intervenues sur le dossier ont montré que les enfants qu'elles recevaient, en particulier ça touche beaucoup les enfants, n'avaient souvent pas mangé depuis 2-3 jours. Donc on est dans une situation où ces deux exemples montrent une France un peu en difficulté, voire malade. Et le dernier exemple que tout le monde connaît, c'est la jeunesse, hein, l'état mental et sanitaire de la jeunesse. Là, Barnier, vous savez que c'est pas forcément notre tasse de thé. Mais enfin, bon, quand quelqu'un dit 2 et 2 font 4, il faut admettre que 2 et 2 font 4, avait dit l'état sanitaire de la jeunesse est très mauvais et je propose que ça soit une grande cause nationale. Oui, très bien. Le problème, c'est qu'il a été éjecté, remplacé par Bayrou, qui n'en parle plus. Bon, mais le problème est là. Et on voit l'augmentation, par exemple, de la consommation de drogue, qui est exponentielle depuis le Covid-19. Et donc, une jeunesse embourbée, une jeunesse qui se drogue et qui va mal sur le plan psychique. Et tous ces stigmates démontre en fait un état sanitaire et moral qui n'est pas bon. Donc il va falloir que le peuple français se prenne en charge par lui-même. Merci Philippe. Des symptômes très inquiétants que tu nous rappelles ici. On va parler avec Bernard Tepper de la situation des services publics. Ça a peut-être un lien d'ailleurs, et de l'austérité avec le système de sécurité sociale. Pardon, je bafouille. Et puis, on reviendra. En fait, nous vivons dans un système économique qui marche de plus en plus mal et qui a de plus en plus de difficultés. Et pour régler ces difficultés, ce système décide en fait de se financer en diminuant, je dirais, tout ce qui relève de la sphère de constitution des libertés. C'est-à-dire l'école, les services publics, la sécurité sociale. Et donc, comme c'est un système qui fait énormément de dettes, et on pourrait, je dirais, faire une émission sur les causes de l'augmentation de la dette, eh bien, il faut financer cette dette. Et pour financer cette dette, eh bien, il faut, dit les dirigeants actuels du système, il faut diminuer ce que coûte la sphère de constitution des libertés, c'est-à-dire ce que coûte l'école, ce que coûtent les services publics et ce que coûte la sécurité sociale. Et donc, d'une certaine façon, au lieu de répartir sur l'ensemble des Français et des entreprises la charge de payer cette dette, eh bien, on décide que c'est effectivement les plus pauvres, les couches populaires et les couches moyennes qui doivent payer en se restreignant sur ces 3 éléments, école, services publics et sécurité sociale. Et donc on voit la désertification médicale, on voit la fermeture, je dirais, des hôpitaux de proximité, etc., etc. C'est-à-dire tout ce qui est services publics, sécurité sociale et école, petit à petit, doit être privatisé. Et cette attaque frontale, elle a commencé par les services publics et elle continue actuellement sur la sécurité sociale et elle va démarrer là maintenant sur le problème de l'école. Et je rappelle qu'en France, l'école et la sécurité sociale sont les 2 derniers bastions publics. Et donc, c'est ces bastions qui sont littéralement attaqués par notre système capitaliste. On va y revenir dans la deuxième partie, avec le budget Bayrou, etc. Juste, on va donner la parole maintenant à Frédéric Pierru.
puisqu'on avait prévu de le solliciter sur l'école justement à plusieurs vitesses, le nombre de morts au travail et la société des héritiers. Voilà, ça fait un package costaud, Frédéric. Ouais, mais c'est un package qui se tient et qui est cohérent. C'est-à-dire que bon, Bernard, et puis j'apprends rien aux auditeurs, que effectivement, par exemple, il y a des problèmes de recrutement structurel sur les postes de profs, de collège, de lycée, enfin voilà, étant moi-même titulaire d'un CAPES de SES, je peux vous dire qu'à l'époque, ça n'avait rien à voir parce que on était dans un hangar, il y avait 1000 candidats et mon frère et moi, jumeaux, parce qu'on avait graissé la patte du jury, hein, soyons clairs. Nous avons été les seuls reçus à l'écrit. Bon, voilà. Mais non, ce dont j'aimerais parler, c'est de à travers ces 3 sujets, de la sécession des élites. En fait, moi, je suis chercheur au CNRS, par exemple, voilà, et je vois bien que, en fait, on a des écoles d'élite, des prépas aux grandes écoles qui sont de plus en plus socialement sélectives. Alors, petite pique contre mes têtes de turc, contre les woke, hein, bon, ça les gêne pas. Ouais, ça les gêne pas. Je veux dire, la discrimination sociale dans l'entrée de la filière d'élite des grandes écoles et de l'enseignement supérieur, ils ont rien à dire. Sur la race, ils ont beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, ça voudrait dire qu'en fait, un monde scolaire inégalitaire, mais qui serait diversitaire, par exemple, ça leur irait bien. Voilà. Bon. Et puis de l'autre côté, et Piketty a démontré par A plus B, dont je ne vais pas assommer de chiffres, que en fait, il y a eu une baisse du financement par étudiant dans les universités. Donc on a une dualisation du système universitaire avec d'un côté, je dirais, d'un côté les filières d'élite bourgeoises, et puis le gros alors s'il va à l'université d'origine populaire, voilà. Et c'est ça pour moi la chose. L'école. Alors l'enseignement supérieur et la recherche à plusieurs vitesses. Voilà. C'est d'abord ça. C'est que aujourd'hui, si vous voulez réussir le concours du CNRS comme je l'ai réussi, faut pas être comme moi. Hein. Faut pas être populo, sorti d'une fac de province. Hein. Faut être sorti de l'ENS Paris, de Sciences Po Paris. Voilà. Ça, c'est la vérité. C'est-à-dire que en fait, on a 2 filières qui sont en train de se créer au sein de l'enseignement supérieur. Voilà. Une pour les riches, voilà, et une pour les pauvres. Voilà. Et eux par contre, ont un enseignement et des conditions d'enseignement dégradées. Bon, ça c'est le premier point. Sur les morts au travail, c'est pareil. Alors là encore, je vais attaquer les woke, mais Franck me coupera si c'est politiquement incorrect. Nous avons entre 840 et 850 morts au travail par an. Alors, ils meurent pas devant, comme moi, mon ordinateur au CNRS. Hein. Ils sont dans les BTP, la chimie, le nucléaire, etc. Et je me souviens de m'être entretenu avec une des meilleures spécialistes qui était l'épouse d'Henri Pézra. Alors le nom me revient pas, désolé. Et Duflo lui avait proposé la Légion d'honneur, et elle a dit: le jour où on fera une politique contre les morts au travail, j'accepterai une Légion d'honneur. Voilà.
Elle s'appelle, son prénom c'est Annie, je l'appelle toujours Annie moi, mais voilà, bon. Et voilà. Donc là encore, segmentation du marché du travail, le marché du travail des gens protégés et le marché du travail des gens précaires, soumis à des conditions de travail délétères sur le plan sanitaire, mais pas seulement, socialement, enfin, etc. Donc, enfin, il y a une logique dans tout ça, en fait. Il y a c'est Christopher Lasch qui parlait de ça. Il parlait de sécession par le haut des élites, voilà, et de sécession par le bas des catégories populaires, d'où la montée du RN. Enfin, voilà. Bon. Et puis, on est dans une société d'héritiers. Alors là, il suffit d'ouvrir Le Monde de cette semaine. On est en train de retrouver le niveau des inégalités de patrimoine des années 70. Frédéric, on va revenir sur tout ça, je te propose, dans la deuxième partie aussi, parce que je pense que ça fait partie du contexte. On va commencer par une petite pause musicale avec Gauvin Serre, qui est dans le thème avec Les Oubliés. Radio Ems. Radio Ems. Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un stit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses 2 dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on n'ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y a plus personne en ville, y a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ces ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, c'est la peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y a des gens sur le terrain, de la craie plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est 3e couteau, dernière part du gâteau. La campagne, les paumés, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, y a l'instit du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés. Nous reprenons donc notre deuxième partie de l'émission sur la rentrée sociale et politique. Cette fois, nous allons aborder 3 points essentiels.
le budget Bayrou, les choix budgétaires qui pourraient être faits par une politique de gauche sociale, et l'enjeu du 8 septembre avec donc Bayrou qui a mis sa tête sur le billot en demandant la confiance. Donc, qu'est-ce que nous dit le budget Bayrou, Bernard Tepper? C'est pour toi. Alors, le budget Bayrou, il est réalisé, en fait, pour résoudre, financer notre dette, qui est dette publique, qui est importante, puisqu'elle fait plus de 3300 milliards. Et donc, environ 114% du PIB, ce qui, bien sûr, diminue nos marges de manœuvre. Alors, d'abord, avant de parler du budget Bayrou, il faut savoir pourquoi cette dette. Pourquoi nous avons cette dette? Alors, en réalité, pour aller vite, il y a 5 causes de cette dette. Il y a des causes externes et des causes qui sont liées aux politiques qui ont été réalisées. Sur les causes externes, on a eu d'abord la crise de 2007-2008, dont on a parlé en début d'émission, où les États, je dirais, ont sauvé les banques et donc ont augmenté la dette. La deuxième cause externe, c'est le coronavirus. C'est le fameux quoi qu'il en coûte. Et la troisième cause, qui est interne et externe, c'est en fait les augmentations phénoménales du coût de l'énergie. Tout simplement parce que on a un système qui répond au canon de la concurrence capitaliste, et effectivement, c'est ce marché européen de l'électricité qui a permis les augmentations de l'énergie. Il faudra d'ailleurs peut-être un jour faire une émission sur le problème de l'énergie. En fait, tu nous donnes une nouvelle émission à chacune de tes interventions. Voilà. Alors, et il y a 2 causes qui sont internes, c'est-à-dire qui sont liées aux mauvaises politiques qui ont eu lieu. Premièrement, à la contre-révolution fiscale que Macron a réalisée, c'est-à-dire qu'il a financé les abaissements des impôts des plus riches, il les a financés par la dette. Et donc, 1000 milliards d'augmentation récemment liés à la politique du président Macron. Et la dernière cause, c'est les mauvais choix des dirigeants depuis 1983. C'est-à-dire ce fameux tournant de la rigueur tournant de la rigueur, puis tournant austéritaire, qui ont été, je dirais, également accélérés par un certain nombre de dispositifs de l'Union européenne. Voilà. Et donc, cette dette, il faut diminuer cette dette pour augmenter les marges de manœuvre. Et il y a plusieurs façons, bien sûr, de résoudre ce financement. La première, c'est de faire financer par ceux qui peuvent le financer. Et la deuxième, c'est de frapper les couches populaires parce qu'elles sont les plus nombreuses. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils vont le prendre quand même. Voilà, ils sont plus nombreux, donc voilà. C'est ce que disaient les guignols de l'info à une époque. Alors, le budget de Bayrou, c'est très simple. Il faut trouver 44 milliards. Très exactement 43,8 milliards. Alors, on les trouve en doublant les franchises. On les trouve en augmentant les jours de carence. On les trouve en faisant travailler gratuitement pendant 2 jours de congés payés. On les trouve en supprimant 5 milliards à l'ensemble du budget de la santé, etc., etc. En fait, on fait payer les plus pauvres, on fait payer les malades et on fait payer les couches moyennes. Et il y a deux ensembles qui ne sont pas touchés, qui ne financent pas la dette, c'est les ultra-riches et c'est les grandes et les moyennes entreprises. Ça veut dire que c'est ceux qui créent la dette qui ne la payent pas, en fait. C'est eux, voilà, ils se marrent et nous, on paye l'addition. Voilà. C'est parce que c'est ceux qui ont le pouvoir qui décident de ne pas faire payer la dette. Voilà. Alors, ces 44 milliards auraient pu très bien
je dirais, être payés autrement. Je donne simplement 2 exemples. La première, c'est que les grandes entreprises touchent de l'État 211 milliards sans contrepartie. Donc prendre 44 milliards sur ces 211 milliards, c'était une possibilité qui n'a pas été prise. Voilà. Et puis, il y a, par exemple, des propositions. Par exemple, un économiste qui s'appelle Zuckman dit, si on prend 2% sur le patrimoine des 1200 familles les plus riches, ça fait 20 milliards. Déjà, la moitié. Bon, ça, ce sont des procédés qui ne sont pas utilisés par Bayrou, qui décide, bien sûr, de faire payer les plus pauvres pour payer cette dette. Et toi, Frédéric Perruche, je suis sûr que tu as quelques idées sur d'autres choix budgétaires possibles. Il t'a un peu piqué les idées. Bernard, il m'a piqué toutes mes idées, mais enfin, bon, voilà. Mais non, ce que j'ai envie de dire, peut-être faire un pas de côté par rapport à Bernard, dont le propos est totalement pertinent, c'est le fait que, en fait, on est dans une prison ordolibérale européenne. Voilà. C'est-à-dire une prison qui organise sciemment non seulement le libre-échange intégriste, mais donc voir le Mercosur, et je renvoie à l'article de Lucho qui va paraître dans le prochain numéro de Respublica, mais qui organise à l'intérieur de sa zone le dumping social et le dumping fiscal. Parce que, en fait, ce que j'aurais envie de rajouter au propos de Bernard, c'est que Bayrou, alors peut-être, depuis Bétaram, j'ai un doute, mais il n'est pas masochiste. Donc, il veut pas tomber. S'il le fait, c'est parce qu'en fait, les voies qui ont été mentionnées par Bernard, c'est-à-dire la création de la taxe Zuckman, lisser le retour à l'équilibre des déficits publics, ça ne demande pas 44 milliards, ça demande 22 milliards. C'est-à-dire que la taxe Zuckman, en fait, couvre le retour à l'équilibre budgétaire, enfin dans les clous de l'Union européenne. Voilà. Mais comme l'Union européenne organise le dumping social et le dumping fiscal, il peut évidemment pas, Bayrou, augmenter, par exemple, les impôts sur les plus riches. C'est là où en fait, c'est ce que j'appelle le délire des poupées russes. C'est-à-dire que l'actualité politique s'excite sur Bayrou, la Cour, puis des génies comme Benjamin Duhamel, Toiti, Bouzou, enfin bon voilà. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on est dans un carcan qui fabrique de la dette, voilà, et qui, effectivement, comme le dit Bernard, fait payer la note aux plus démunis par la dégradation des services publics, par les attaques contre la sécurité sociale, par les attaques contre le droit à l'emploi. Et Philippe parlait non, c'est moi qui en parlais, des morts au travail. Enfin, voilà, la réalité, elle est là. C'est-à-dire que j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi on parle de la plus petite poupée russe alors qu'on parle jamais de la grande poupée russe. C'est devenu le trou noir du débat public français. Voilà. Donc, on sait tous que le plan Bayrou est absurde économiquement, et tous les économistes sérieux le disent, et pas seulement de gauche, mais aussi de droite. Même un Henri Guénaud le dit. Voilà. Mais on est pris dans un étau, dans un carcan ordolibéral qui fait que Bayrou est condamné à faire payer les pauvres. Voilà. En l'occurrence, d'ailleurs, c'est surtout les pauvres qui vont être condamnés si son projet de budget passe ou un suivant qui lui ressemblerait. Justement, voilà. Le 8 septembre, donc, Bayrou demande de la confiance à l'Assemblée nationale. Donc, ça crée une situation politique assez étonnante en France, avec peut-être la possibilité
qu'il soit mis en minorité et donc que son gouvernement soit amené à démissionner. On va parler de ce que ça ouvre comme situation politique. Philippe Hervé, je pense que tu peux nous éclairer un peu là-dessus. Oui, d'abord au niveau constitutionnel, donc le vote de confiance, c'est l'article 49.1 de la Constitution de la Ve République. Alors, c'est engagé devant l'Assemblée nationale, c'est engagé la responsabilité devant l'Assemblée nationale, effectivement, comme tu le dis, sur son programme ou sur une déclaration politique générale. Bon, pour avoir la confiance, il faut la majorité des suffrages exprimés. Des suffrages exprimés. C'est un vote à scrutin public à la tribune, c'est-à-dire que chaque député passe et vote. Et si on n'obtient pas la confiance, eh bien on passe à l'article 50 et c'est la démission du gouvernement qui est imposée. Alors, c'est plutôt une bonne chose si jamais la confiance lui est refusée. Mais je vois quelque chose, un enchaînement qui peut être assez fatal. Je m'explique. Je vais faire du Nostradamus ou de la boule de cristal que j'ai devant moi. Je regarde la boule de cristal et j'imagine une situation. Alors, Bayrou est mis en minorité, et on refuse la confiance, donc il n'y a plus de gouvernement puisqu'il a démissionné. Il expédie les affaires courantes. Alors ça dure, disons, le mois de septembre. Et puis au mois d'octobre, on cherche à créer un nouveau gouvernement. Alors on consulte les socialistes, le centre, la droite, l'extrême droite, et les filles, etc. Ça dure tout le mois d'octobre. Et puis au fin octobre, début novembre, on dit on n'y arrive pas. On n'arrive pas à créer un gouvernement, alors il va bien falloir dissoudre. Alors on dissout. Et puis on fait des élections. Alors il y a une élection dans 6 semaines, donc il y a une campagne électorale. Et puis il y a un vote, disons, dans ma boule de cristal, je vois ça mi-décembre par exemple. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait ? Si on fait comme le mouvement des taxis, c'est-à-dire on dit il n'y a pas d'interlocuteur, donc on fait pas de mouvement. Et puis cette logique-là a semble-t-il été reprise par la CFDT. Enfin, je suis un petit peu de la provocation, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a, finalement, il n'y a pas d'interlocuteur, ni au mois de septembre, ni au mois d'octobre, ni au mois de novembre, ni au mois de décembre. Donc, on attend. Et bien, on attend quoi ? C'est ce qui va se passer. C'est des élections. Et là, la droite et l'extrême droite gagnent les élections, puisqu'on est l'arme au pied. Et elle impose au mois de janvier et au mois de février un plan Bayrou multiplié par 10. Voilà, parce que c'est ça qui est au bout. C'est-à-dire comment faire pour casser le populaire. Eh bien, casser le populaire, c'est un gouvernement droite-extrême droite, qui là imposera, comme dans d'autres pays, comme aux États-Unis par exemple, etc., une politique de rigueur absolue. Donc, si on va dans cette logique, on a perdu. Donc, il faut réagir. La réaction, c'est évidemment déjà le mouvement du 10 et enchaîner pour que, entre guillemets, toute cette logique soit rompue et que le mouvement social impose son rythme. Le peuple français impose son rythme de mobilisation. Si on n'impose pas son rythme de mobilisation et qu'on regarde tous les soirs à la télévision ou sur son ordinateur ou sur son téléphone, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, etc. Est-ce qu'on a trouvé un gouvernement ou pas ? Est-ce qu'on fait des élections ou pas, etc. Et on fait rien, eh bien là, on est condamné. Donc, il faut se méfier de ce piège. C'est pour ça que l'engagement social, l'engagement politique est essentiel. Et le mouvement doit être en même temps social et en même temps politique. C'est-à-dire que les revendications doivent être sociales, mais réfléchir aussi à ce que moi j'appelle un programme politique populaire, c'est-à-dire une alternative politique également. Oui, alors juste pour rappeler à toutes et à tous que c'est pas juste la boule de cristal dont Philippe Hervé parle. Sur Radio Classique, il y a une déclaration du patron du MEDEF qui dit que les plus conscients des périls économiques sont Attal, Retailleau et Bardella. Donc le programme d'une droite unie avec l'extrême centre est pas du tout une hypothèse farfelue, elle peut très bien arriver. Et donc s'il n'y a pas un contenu, mais ça on va revenir dans la troisième partie du mouvement social sur des propositions qui soient de classe, j'ai envie de dire, en termes de classe sociale, on a toutes les chances de perdre.
Voilà, donc je ne sais pas, on va peut-être enchaîner là avec une petite pause. Philippe, Frédéric, vas-y. Oui, évidemment, je suis totalement d'accord avec Philippe. C'est-à-dire que si on ne compte que sur la nomination de telle ou telle personnalité politique au poste de Premier ministre, voire même Macron partirait, on dormirait mieux, je pense, tous. Mais le fait c'est que sans mouvement social derrière, d'ampleur, et je vous rappelle l'épisode grec, même ça n'a pas suffi à briser les structures de la Troïka. Voilà. Et donc, des politiciens en quête de poste qui ne sont pas soutenus et pressés au sens propre du terme, pressés comme un citron, vont s'aplatir devant le plan Bayrou, qui n'est jamais que le plan de la Commission de Bruxelles. Voilà. Donc, ça s'appelle les GOP, Grandes Orientations de Politique Économique. Voilà. Et tout le plan Bayrou est dedans. Voilà. Et donc, il faut effectivement un mouvement social d'ampleur, et j'irais presque à dire, renverser la table européenne. Sinon, on n'en sortira pas. Voilà. On va faire une petite pause musicale d'ailleurs avec une chanson qui s'appelle On lâche rien, justement, qui va introduire le débat sur un nécessaire mouvement social offensif. Radio Ems. Radio Ems. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs, ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, 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 on lâche
rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Donc, mouvement social espéré autour du 10 septembre. Bernard Tepper, c'est quoi ce mouvement du 10 septembre ? Par exemple, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Ah ben voilà toute la question qui est posée et dont un certain nombre de journaux ont essayé de répondre, sans savoir qui était à l'origine. Non, je crois que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut repartir en arrière. Il faut repartir sur le mouvement des retraites. Le mouvement des retraites de 2023, c'est un mouvement qui a été soutenu par 2/3 de la population et 90% des actifs. L'intersyndicale unie nous a proposé des manifestations saute-mouton. Des petites randonnées hebdomadaires, Bernard. Des petites randonnées hebdomadaires, enfin pas hebdomadaires, disons toutes les 6 semaines. Et petit à petit, le mouvement, je dirais, s'est effiloché. Et donc, un certain nombre de personnes ont compris qu'il suffit pas d'être soutenu par une majorité de l'opinion pour que ça puisse passer. Et qu'il fallait un peu plus de pression. C'est-à-dire qu'un mouvement d'opinion ne suffit pas aujourd'hui. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est pour cela que l'on voit aujourd'hui des divergences à l'intérieur du mouvement syndical. Et donc, un certain nombre de personnes, de militants, ont lancé ce mouvement du 10 septembre. Alors, d'où ça vient ? Moi, je reprends la position d'Emmanuel Soufi dans Le Canard enchaîné, qui en fait a dit, il y a eu un démarrage par quelques personnes d'extrême droite à la mi-mai. Ensuite, il y a eu un site ultra-gauche installé au Canada qui depuis a disparu, qui, je dirais, s'appuyait sur des propositions de gauche. Et puis, ça a entraîné, en fait, disons, une fraction un peu plus radicale du mouvement syndical. Et petit à petit, on a vu les syndicats lancer le mouvement du 10 décembre, y compris des fédérations... Septembre. Tu as raison. On y sera peut-être en décembre encore, d'ailleurs. Donc, certaines fédérations, principalement des fédérations de la CGT d'une part et de Solidaire d'autre part, donc des Suds, qui petit à petit ont décidé de lancer des mouvements de grève dès le 10 décembre. Voilà. Et puis l'intersyndicale, entre-temps, elle se dit, il faut quand même que je fasse quelque chose. Donc elle s'est réunie le vendredi 29, c'est-à-dire il y a quelques jours. Et cette intersyndicale a dit, nous allons lancer une manifestation avec grève le 18 septembre. Voilà. Voilà où on en est. Et donc, l'intersyndicale, elle, propose le 18 septembre une manifestation avec grève, sans parler du 10. Donc on voit bien là des divergences qui, à la limite, sont normales dans la période actuelle. Donc, nous sommes dans cette situation. Et bien évidemment, comme je ne suis pas Madame Irma, je ne peux pas savoir dans ma boule de cristal ce qui va arriver. Ce qui est sûr, c'est que Philippe Hervé vient d'expliquer pourquoi il est nécessaire d'avoir un mouvement social. Et donc, bien évidemment, il serait souhaitable que le plus tôt possible, et donc le 10 septembre, il puisse y avoir un mouvement d'ampleur qui puisse ensuite entraîner, je dirais, l'intersyndicale sur une position plus offensive. Oui, parce que le bilan quand même qu'on peut tirer du mouvement des retraites, c'est que les manifestations, c'est bien, des millions de personnes dans la rue, c'est bien, mais ça bloque pas l'économie. Donc le curseur a été placé beaucoup plus haut par la bourgeoisie aujourd'hui, elle ne cédera pas devant simplement des manifestations.
Et en même temps, il n'y aura pas de blocage de la société et de l'économie sans des équipes syndicales qui impulsent ça dans les entreprises. Parce que aussi, on a vu naître un espèce de discours antisyndical qui se comprend, puisqu'il y a une grande déception de ce qu'a fait l'intersyndicale. Mais en même temps, la grève et la grève générale, parce qu'il y en a encore qui en parlent, ça se décrète pas, ça se construit. Et pour ça, il faut des équipes sur le terrain. Et là où on est face à quand même des difficultés, c'est que l'état du syndicalisme en France n'est pas si brillant que ça. Aujourd'hui, on doit avoir 10% de syndiqués chez les salariés. Donc, autant dire que les déserts syndicaux sont énormes, que toute une partie du salariat échappe complètement aux propositions syndicales. Je pense à ceux qui travaillent dans les TPE, TPA, les toutes petites entreprises, les toutes petites associations. Tous les précaires, intérimaires et autres qui se baladent d'un patron à l'autre dans la même semaine. Donc, il y a pas mal de choses à réinventer. Justement, Philippe Hervé, comment on peut construire un mouvement, à ton avis, qui permet de dépasser ces difficultés qui sont réelles, qui ne viennent pas que des mots d'ordre de l'intersyndicale, d'ailleurs. Autant, même qui n'empêche pas une critique assez vive. D'ailleurs, je termine quand même là-dessus. Je peux vous dire, là, au sein de Solidaire, depuis la signature du texte de l'intersyndicale, c'est très chaud en interne, et en particulier, les camarades de Sudrail sont furieux de ce qui a été signé, qui d'ailleurs ne correspond pas au débat interne. Pour être, disons, optimiste, la France a une tradition, disons, de surgissement du peuple. Ça s'est passé en 36, ça s'est passé en mai 68. Mai 68 n'a pas été décrété par une intersyndicale, quoi que ce soit. Ou la grève de 95, la grève a filé très vite, ligne par ligne, gare par gare, ligne de métro, de bus par ligne de métro. Donc ce surgissement populaire, il a aussi existé au moment des Gilets jaunes. Par exemple, il y a une étude universitaire à Bordeaux, je crois, qui a fait une projection sur ce qui s'est passé autour de Bordeaux, vers la France. C'est-à-dire, on prend le mouvement et on demande aux gens, est-ce que vous avez participé à au moins 3 actions des Gilets jaunes, et on les comptabilise, et on fait une projection sur l'ensemble de la France. C'est assez valable, parce que le mouvement à Bordeaux était, disons, moyen par rapport à ce qui s'est passé ailleurs dans les autres régions françaises. Et on arrive au chiffre de 7 millions de personnes. C'est le plus grand mouvement depuis mai 68. Donc là, c'était un mouvement de surgissement parce que il y a une certaine dissidence populaire. La dissidence populaire existe depuis longtemps en France. Elle existe depuis 2005. Les gens, ça t'est resté dans le travers de la gorge, le référendum. Ça fait basculer dans la dissidence un certain nombre de couches sociales et de Français. Et le deuxième mouvement, d'ailleurs, ça a été la privatisation des autoroutes, que les gens ont très mal vécu aussi, parce que ça a été très mal ressenti. Donc, à l'heure actuelle, il y a un climat historique depuis des années et des années de dissidence. Donc, dans ce contexte, on peut imaginer, on verra bien, que se crée un mouvement. Le problème, c'est qu'il doit se structurer le plus vite possible, et pour se structurer, il doit absolument être composé d'assemblées populaires de résistance, ville par ville, bassin par bassin, peut-être département par département, etc., pour que la discussion ait lieu pas simplement sur les réseaux sociaux, mais aussi en physique. Et, disons, les initiatives, centraliser les initiatives, qu'est-ce qu'on fait comme point de blocage, que sais-je, etc., etc. Donc ça, c'est très important, parce que ces assemblées populaires permettent de centraliser le mouvement sur sa localité, sur son département, etc., et permettent de discuter politique. Parce qu'il va falloir discuter politique pour faire vite comprendre, en particulier aux électeurs du Rassemblement national, des couches populaires qui votent Rassemblement national, que le programme du Rassemblement national et de la droite, Jean Ciotti et compagnie, c'est pire que Bayrou. C'est pire que Bayrou. Donc, c'est cette dynamique de conscientisation qu'il faut adopter. Le peuple français doit prendre les choses en main par lui-même, ne rien attendre des dirigeants, et doit se conscientiser et se politiser à vitesse grand V. Mais dans l'histoire, ça s'est parfois passé. En effet, on peut rappeler que le Rassemblement national est d'abord le parti des patrons. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le président du MEDEF trouve Bardella très bien.
c'est que c'est surtout pas un ennemi du patronat et de l'exploitation capitaliste. Comme il nous reste quand même très peu de temps, peut-être Philippe, un dernier point, parce que certes, il faut des assemblées générales, enfin des assemblées populaires, mais aussi il faut du contenu. Parce que là, aujourd'hui, on a un danger d'une stigmatisation d'une partie de la population, les resquilleurs de la Sécu, les travailleurs immigrés, pour ne pas les nommer, etc. Donc, quels seraient les 2 ou 3 axes principaux qui te semblent importants à développer dans ces assemblées populaires, qui, par ailleurs, imaginons peut-être autre chose? Bien, je crois que c'est d'abord, disons, la défense des acquis, de la sécurité sociale, etc. Et puis, je parle dans les villes, dans les régions, etc. C'est souvent l'abandon des services publics, donc la réintroduction des services publics sur lequel il faut s'appuyer. Et puis, dernière chose, sur le plan syndical, puisqu'il faut une liaison avec le monde syndical, c'est les augmentations de salaire. C'est parce qu'à l'heure actuelle, le pouvoir d'achat a été extrêmement entamé, en particulier depuis le post-Covid, où il y a eu une inflation redoutable, ce qui a fait basculer toute une série de salariés à 1200, 1500, même 2000 euros, dans une quasi-précarité. Donc, c'est d'un côté les services publics, de l'autre côté la sécurité sociale, et puis la hausse du pouvoir d'achat. S'il faut se battre pour la hausse du pouvoir d'achat, c'est ça, disons, les trois piliers de ce que moi j'appelle le programme politique populaire, c'est-à-dire comment on doit aller aux élections, si on va aux élections, parce qu'on ne peut pas en décider, et avec quel contenu politique y aller. Alors, on aurait énormément de choses à discuter. Malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission. Attends, Frédéric. Parce que là, il y a Franck qui va me dire non, il me fait signe que c'est plus possible. Ouais, d'accord, okay. Alors attends, je vais faire une annonce plus générale. On va retrouver tous ces thèmes-là dans Respublica, qui sort sous format numérique tous les lundis. Tous les thèmes que nous avons abordés et la suite, parce que cette bataille ne fait que commencer, seront donc disponibles sur le site de Respublica et dans les publications hebdomadaires de Respublica. Voilà, donc on vous invite à les consulter très régulièrement, parce qu'évidemment, on va être au plus près de l'actualité. Au revoir à tout le monde, et parce que, voilà, c'est fini. Il nous manque toujours un peu de temps.